un robot aux Jeux Olympiques au Japon. Ah bon? Ouais. Ça, c'est étonnant. C'est le Turbo Basket. Robot basket? Turbo basket? Oh putain! Oh putain! Actu de fou, hein. En direct des JO de Tokyo avec Patrick Montel et Nelson Montfort, les petits gars, les JO de Tokyo. Ce robot basketteur aurait pu être utile aux États-Unis contre la France. Un robot qui marque des paniers à tout coup. À tout coup? Oui, à tout coup. À tout coup. Ce n'est pas une ville au Japon. À tout coup au Japon? C'est une expression française, ça veut dire à tous les coups. Un robot droïde Z6PO qu'ils ont développé, qui est développé par des ingénieurs japonais. Et donc les JO ont été l'occasion de faire une petite animation avec le robot où en fait ils l'ont filmé à différentes distances en train de marquer des paniers. Il a un drôle de design en tout cas. Ouais, il est assez... un peu SM. Assez stylé. Un peu Mad Max. Je suis SM, le robot basketteur. Avec des pneus partout. Alors là, tir standard, mais après il te fait il peut faire des tirs depuis... Ah non, il s'appelle Q. 2-3 km. Q, comme dans James Bond. C'est Toyota qui a développé ce bijou technologique. Ah bah j'avoue, il a des bijoux partout. Première version. Tu m'étonnes, c'est une bonne représentation du basket, hein, le bling bling. Oh, le système d'intelligence artificielle en Q lui permet de marquer des paniers. Et nous, on l'a dans le Q. Putain, ils lui ont mis le maillot de l'équipe du Japon. Le futur, c'est pas des robots qui nous aident à faire nos courses ou tout ça. Regarde ça. Le futur, c'est des robots qu'on paiera des millions pour créer des équipes de basket. Ah, il est bien fait, il est bien fait. On rigole, hein, bien sûr, hein, c'est de l'humour. Et il peut te faire des tirs du milieu de terrain et il marque les paniers à tous les coups. Il peut battre Stephen Curry. Il a le record des paniers à 3 points, le record de tous les temps, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ah oui, alors ça, évidemment, nous avions 54 ans pour boucler un marathon. 54 ans? La pire performance de l'histoire des Jeux Olympiques. Bah, ça peut être une jolie histoire. Et ça peut être le prétexte à faire un film. Ah, ça a même fait l'objet d'un manga, dis donc. Il y a moyen de faire un bon scénario avec ça. Les amis, est-ce que vous êtes marathonien dans la vie? Moi non. Et toi? Non, mais je cours. Eh bien, cours. Je cours le furet. Cours, Forest. 54 ans pour boucler un marathon, la pire performance de l'histoire des Jeux Olympiques. C'était en 1912, au JO de Stockholm, le japonais Shizo Kanakuri. Alors ça tombe bien parce que nous sommes pendant les JO, donc on va voir. Du coup, c'est un peu en lien. Mais oui, c'est en actu. C'est en actu. C'est intemporel. C'est ça, c'est intemporel, mais c'est bien de le sortir tout de suite. Shizo Kanakuri, il a disparu pendant l'épreuve. Et il bouclera finalement sa course plus de 54 ans plus tard. Retour sur cette histoire incroyable qui passionna des millions de celui-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été coincé? Est-ce qu'il a été piégé dans une boucle temporelle? J'avoue. Parce que lui aussi, il a été frappé par la foudre. Il a réapparu 54 ans plus tard à Stockholm. Sur la ligne d'arrivée, en plein embouteillage. Et même si ça se trouve, il a fini la course sans faire exprès. En fait, il a passé la ligne. Ah, merde, c'est vrai que c'était là. Ah, Satan qui nous dit j'ai été semi-marathonien du sexe. Il l'a fait en moonwalk. Quelques mois avant l'événement, le comité national olympique japonais voit le jour sous la pression de Pierre de Coubertin. Gna gna gna. Après les JO de Londres de 1908, Coubertin a décidé qu'il était temps pour les Asiatiques de se joindre à la mêlée. Ah ouais, d'accord, ça je ne savais pas, c'est une vraie info. Il a donc pris des dispositions pour qu'un représentant japonais rejoigne le CIO. Le Japon... Les Japonais ont pu participer qu'en 1912. Même, je pense, tous les autres pays asiatiques ne participaient pas encore aux Jeux Olympiques. Donc en début du XXe siècle, le sport n'est pas une activité particulièrement populaire dans ce pays. Les premiers clubs apparaissent sur les campus universitaires et c'est dans ce cadre qu'il organise des sélections pour les épreuves d'athlétisme au cours du mois de novembre 1911. Oh, tiens, regarde. Shizo Kanakuri, étudiant à cette époque à l'école nationale supérieure de Tokyo, âgé de 20 ans. Et donc, apparemment, il surclassait déjà tous ses adversaires. Il faisait un temps impressionnant de 2h32 minutes. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été capturé par des aliens, par un ovni. Il y a un gap. Le corps néophyte est donc tout naturellement sélectionné pour participer aux JO, prévu en Suède, pendant l'été. La délégation japonaise composée d'un autre athlète, le sprinter Yahiko Mishima à l'université impériale de Tokyo, est dirigée par Yozo Omori, un spécialiste de l'éducation physique. Ah mais c'est pas le dessinateur de Fairy Tail? Non. Donc ça, c'est l'affiche officielle des Jeux Olympiques de l'époque. Oui, l'affiche de 1912. On n'avait aucun problème avec la nudité, l'anatomie masculine. Hein. Ah, c'est vrai que... Car l'homme est laid. L'homme est laid. C'est vrai que là, à cette époque-là, on se posait pas trop la question, Mais bon, c'était normal en même temps, parce que quand tu vois les statues grecques ou ce genre de trucs, tu vois... Cacher ce phallus que je ne saurais voir. Bah, se cacher, là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Dans le ruban. Ça, tu ne peux plus le voir. Ah non. En affiche, ça, tu peux plus le voir. D'ailleurs, c'est une
jolie vapeur, une volute de fumée qui provient de la torche olympique. C'est un fumée, oui. Qui vient cacher la saucisse. C'est ça, la saucisse olympique. L'héritage gréco-romain, oui, tout à fait, Satan. Comme c'est la première fois que des athlètes japonais participent à ces compétitions mondiales, il est impossible de dire ce qu'ils réaliseront. Mais les deux sont pleins de cran et d'entrain, et on peut compter sur eux pour se faire honneur, ainsi qu'au Japon. Donc après une semaine en mer pour rejoindre Vladivostok en Russie, l'équipe japonaise embarque ensuite dans le Transsibérien. Manque d'expérience des coureurs nippons, les conditions pour s'entraîner étaient très limitées dans ces conditions. Pour tenter de garder sa condition physique, Shizo Kanakuri profite de chaque arrêt en gare c'est marrant, ça. Pour courir autour de la station. Et oui, c'est drôle ça. Pour s'entraîner, quoi. Le mec pas le temps, quoi. Je ne peux pas perdre une seconde. Même dans le train, la rumeur dit qu'il courait dans les couloirs, dans les wagons. Il faisait des allers-retours. Et ce qui fait que ça a contribué à ralentir le train. Première épreuve, quand ils arrivent, s'adapter à la nourriture scandinave. Bien différente. Bah, c'était menu Ikea, c'était frites. On va dire que c'est comme Koh-Lanta. Menu Klingar. Pas de riz. Pour la première fois de l'histoire des JO, une délégation japonaise prend part à l'événement en 1912 à Stockholm. Oh, la petite image. Oh, Nippon. Avant, le Japon s'appelait Nippon. La délégation nippone, ils étaient 2. Oui, c'était pas... Oui, enfin 3, non? Bah non, sur la photo, on voit qu'ils sont... Oui, on en voit 2. C'était peut-être des épreuves de bogosité. Alors moi, je suis désolé, je viens pour l'épreuve de sciences politiques. 14 juillet 1912, 13h30. Le soleil est à son zénith. 68 coureurs. Du marathon, et non 42. Attendent le départ de l'épreuve considérée comme la plus importante des JO à l'époque. Toujours le même soleil implacable, pas un nuage dans le ciel, la température est étouffante, et là surgit au couteau Noken. 35 degrés à l'ombre. Survivant de l'enfer, rapporte l'envoyé spécial du journal sportif français Lotto. En effet, le thermomètre indique 35 degrés à l'ombre. Les athlètes se protègent comme ils peuvent avec des tissus noués sur la tête ou des chapeaux. Pendant plus d'un quart d'heure, ils patientent sous un soleil de plomb au milieu du stade olympique le temps que les personnalités arrivent dans les tribunes. 13h48, le départ est enfin donné devant le roi de Suède et ses enfants. Les ambulances et des docteurs ont... Ah oui, c'était devant le roi, putain. Pour ramener les concurrents qui abandonneraient en cours de route. C'est l'hécatombe. Les concurrents tombent comme des mouches et les abandons se succèdent. Parmi eux, le coureur portugais Francisco Lazaro s'écroule inanimé sur la chaussée peu après le 30e kilomètre. Oh putain, c'est horrible. Et là, c'était la jungle, regarde. Et ouais, attends, et il décédera le lendemain. Non. Victime d'une méningite engendrée par une insolation. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est fou, comme quoi les conditions de l'époque... Attends, le marathon, ça doit être lui qu'on voit sur la photo. C'est possible, ouais. Portugais. Non, ils en parlent pas, on sait pas si c'est lui. Après 2h36 minutes 54 secondes, le Sud-Africain Ken McArthur franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. Tandis que moins de la moitié des athlètes finissent la course, alors que le dernier concurrent franchit la ligne. Commissaire olympique récupère la liste sportive ramassée par la voiture balai, et là... La voiture balai. C'est l'étonnement. Bah oui, comme, allez, j'enlève comme au Tour de France. Putain. Où est passé le coureur japonais? Il ne figure pas dans la liste, sans pour autant rallier le stade olympique. Il est déclaré disparu. C'est incroyable. Les organisateurs partent à sa recherche. Je me demande si ça pouvait arriver aujourd'hui. Je suis sûr qu'il s'est égaré dans les rues ou dans les... Oui, c'est ça, il a pas trouvé son chemin. Il missionne même la police de Stockholm pour retrouver l'athlète manquant. 48 heures après la fin de l'épreuve, toujours aucune trace du japonais. La presse locale s'empare de l'affaire et mène son enquête. Mais c'est incroyable. Il a été kidnappé par un psychopathe pour devenir esclave sexuel. Le mec, il peut rire de tout, quoi. Il peut... C'est incroyable. Il s'amuse du malheur des gens. C'est fou. Non, j'essaye de voir le côté positif. Ah oui, non, faut voir le positif, ouais. Donc, il a été retrouvé que 50 ans plus tard. Donc, les enquêtes n'ont mené à rien. En 1962, pour le 50e anniversaire des Jeux de Stockholm, le journaliste d'une émission de télévision scandinave retrouve la trace de Kanakuri et lui apprend qu'il est toujours officiellement porté disparu en Suède. L'ancien coureur japonais accepte de lui raconter son histoire le jour du marathon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il vient de passer le 27e kilomètre, l'athlète japonais est pris d'étourdissement. À l'époque, on croyait au Japon que la transpiration fatiguait les coureurs, explique l'historien Kazuo Sayama. L'approche initiale de Kanakuri était de s'abstenir de boire les jours précédents de la compétition. Ah ouais. C'est une très bonne idée. C'est donc passablement déshydraté que le coureur japonais avait pris le départ du marathon. Malgré la chaleur caniculaire, le voyant ainsi, des spectateurs pris de pitié lui offrent un jus de fruits et lui proposent de se reposer quelques instants dans un lit. Kanakuri s'endort comme un bienheureux jusqu'au lendemain matin. Ouais, quelque part, il est parti dans une baraque et il a trouvé une femme. À son réveil, il est en plein désarroi. Dans les premières minutes qui suivent, il envisage de rester caché en Suède. Mais oui, parce que l'honneur, les Japonais, ils sont très portés sur l'honneur. Et oui, j'avoue. Il était déshonoré le fait de ne pas être arrivé. C'est ça,
il pouvait plus montrer sa gueule, quoi. Il avait honte. Mortifié par la honte, qu'il l'assaille, effectivement. S'il estime avoir déshonoré son pays, il se ressaisit et retrouve son optimisme, se jurant que cet échec engendrera un succès futur. Habillé de vêtements donnés par ses bienfaiteurs, il file directement au port pour rejoindre en catimini sa délégation qui s'apprête à embarquer pour le voyage retour. Peur d'être la risée de tout le monde, il n'informe pas les responsables de l'événement de son sort et reste donc officiellement disparu dans les classements olympiques. Alors là, pas de réveil. Voilà, c'est une leçon pour ceux qui ne se réveillent pas. On voit, c'est le deuxième à partir de la gauche sur la photo. Shizo Kanakuri. Il sera critiqué pour sa performance de 1912 par une partie de la presse de son pays. Lui-même avouera sa honte, mais persévérera dans la course à pied. À son retour au pays, certains médias critiquent vivement sa contre-performance, d'autres saluent malgré tout la participation historique de cet athlète néophyte face aux meilleurs sportifs du monde, mieux préparé. Malheureusement, il ne peut prouver qu'il a progressé et appris de ses erreurs 4 ans plus tard, car les Jeux Olympiques de Berlin sont annulés à cause de la Première Guerre mondiale. Oui. Il est présent quand même aux Olympiades d'Anvers de 1920. Oui, c'était après la Première Guerre mondiale, après 14-18. À Anvers, la Belgique. Sauf que là, il finit... Le mec peut rire de tout. Voilà, Première Guerre mondiale. La Belgique, ils sont morts. Le pays de Jean-Claude. Mais je ne désespérerai pas. Ton grand-papy. Je ne désespère pas. J'espère qu'un jour, on aura l'honneur de recevoir Jean-Claude Van Damme sur le plateau. Le mec part dans toutes les directions, tout en partant d'un truc. Une guerre mondiale. Donc moi, je trouve ça juste incroyable que le mec se représente. Les mecs de Suède, attendez, mais... Non, mais là, c'est aux Jeux Olympiques de Belgique. Oui, d'Anvers. Non, mais je suis d'accord. Mais les mecs en Suède, enfin, je veux dire, il y a quand même une trace, quoi. Parce qu'ils sont toujours en train d'enquêter là-bas. Tiens, merde, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Je suis sûr qu'il y a un enquêteur, il a travaillé pendant 30 ans dessus. Ah bah ça montre bien le professionnalisme des journalistes. Après tu me diras, c'est vrai qu'il n'y avait pas les télévisions partout, ça, machin, il n'y avait pas et puis après, la communication, il n'y avait pas le web. Avec 14-18, il y a eu le reset. C'est vrai, il y a eu la moitié de la... Voilà, bref. Il y a Thanos qui a... Bref. Voilà. Donc il aura la 16e place en 1920. Il sera une nouvelle fois sur la ligne de départ lors des JO de Paris en 1924, sans créer des mois comme 12 ans plus tôt. Après sa carrière de sportif de haut niveau, du moment qu'il a un lit, il devient professeur de géo dans le collège de Tamana, sa ville natale, tout en poursuivant la promotion du marathon dans son pays. En 67, 5 ans après la diffusion du reportage de la télévision suédoise, il est invité par le comité national olympique suédois à venir faire son fameux marathon. À venir finir son fameux marathon. À venir finir, oui, pardon. Parce qu'en fait, alors oui, il a pu faire les autres marathons aux autres Jeux Olympiques, mais le marathon de Stockholm, donc ils l'ont invité à venir le finir. Âgé de 76 ans, le japonais reprend sa course là où il l'avait quitté plus d'un demi-siècle plus tôt. Kanakuri coupe la ligne du stade olympique de Stockholm en trottinant, 54 ans, 8 mois, 6 jours, 8 heures, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes. C'est fou. Le mec, le chrono, il marchait encore. Ah, c'est trop marrant, quoi. C'est génial. Ça fait 50 ans qu'on change les piles parce qu'on ne peut pas l'arrêter tant qu'il reste un coup en course. Du coup, même s'il n'a pas gagné, il a quand même remporté le record il a un record. Marathon de l'histoire. C'est ça. Ça prouve encore une fois que même dans l'échec et dans la déchéance, tu peux quand même avoir le côté positif. Et d'être connu grâce à ça. Donc il est mort en 1983, 2 ans après ma naissance, à l'âge de 92 ans. Et il est quand même resté très très vieux. Hein. Il a dit, c'était un long voyage. En cours de route, je me suis marié quand même, j'ai eu 6 enfants et 10 petits-enfants. Ah bah oui. Ah oui, non, après il a eu une bonne vie, hein. Et puis il a voyagé. Et du coup, il est considéré comme le père des courses d'endurance dans son pays. C'est génial. C'est une histoire vraiment très très belle. C'est une très belle leçon de la vie, c'est comment tourner d'une manière positive les moments les plus sombres ou les plus difficiles dans une vie. Parce qu'il aurait pu se suicider, il aurait pu se faire harakiri, il aurait pu... C'est vrai qu'il y a un petit côté de Forrest Gump avec le mec qui s'adapte en fonction de la situation, quoi. Et ben c'était très bien, c'était très mignon. Et donc pour finir, il est devenu même un héros de manga. C'est beau. Ah oui, c'est le dessin qu'on voit là. Ouais, c'est beau. C'est devenu un héros de manga. Bah, c'est vrai que ça peut faire une histoire. Ça peut faire un film. Puis ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire, effectivement, l'époque, les us et coutumes de cette époque-là. Bref, conclusion. Eh bien, continuer à faire du sport. Et puis, l'essentiel, c'est pas de gagner, c'est de participer et de finir la course, coûte que coûte. Et que le monde évolue aussi, quelque part. Et, moi, quand même, quelques petites choses à retenir. L'Asie, du coup, les Asiatiques ont commencé à rentrer dans les Jeux Olympiques qu'en 1912. Donc ça, c'est quand même fort. Plus, les affiches à l'époque, c'était à poil, en dessin. Mais c'était à poil. Il y avait des morts pendant les marathons. C'est quand même chaud, quoi. Comme quoi, à l'époque, c'était vraiment la vie dure. Hein. C'était chaud. Et les chaussures coupées, décalées, oui.
comme les ninjas. Ils devaient avoir mal aux pieds, les Mais mecs. non, mais c'est parce que les Japonais, mais vous ne savez pas, moi j'ai vu des pieds de Japonais, ils ont que 2 orteils. 2 gros orteils. C'est le petit il est gros et le gros il est gros. Comme Igor d'Osgore. Exactement. Voilà, il y en a 2. Bisous. Partir. S'abonner. Ah oui, On pianote, on s'abonne, gris-gris. voilà, la haine. On like, On décharge notre haine sur nous. On like. Voilà, si vous avez de la haine, c'est sur nous. Vous la mettez sur nous et on prend. Et nous, on la transforme en énergie. Et puis, on avance. Et puis, on pénètre. Non, mais là, je vois pas qui pourrait disliker ce genre de vidéo. Mais parce que t'as rigolé. Parce que c'est une histoire magnifique. Parce que t'as fait un accent. J'ai pas fait l'accent japonais. Encore heureux. Ah bah ça, tu vois, c'est une histoire que je raconterai à mes enfants. Quand ils grandiront. Parce qu'aujourd'hui, ils s'en battent les couilles. Tes enfants, aujourd'hui, ils veulent la nouvelle Nintendo Switch avec le prochain Zelda, tout ça, tout ça.